Malgré ses airs de village bucolique avec ses sentiers pédestres, ses parcs et sa rue principale, ce secteur de la ville de Montréal a un autre visage. Il suffit de lever les yeux pour le découvrir. Ici, dans l'est de Montréal, les grandes cheminées ne mentent pas. C'est le signe distinctif des raffineries de pétrole qui s'accaparent 90% du territoire. Nous sommes au cœur d'un véritable dragon d'acier et de feu. Il n'y en a plus d'expansion à Montréal. S'il restait 5 ou 10 terrains pour bâtir des résidences, c'est tout. Tout le restant est occupé par l'industrie. C'est une industrie qui fonctionne comme une cascade. En amont, il y a les raffineries qui produisent des carburants et des bitumes. Puis, des entreprises de pétrochimie prennent le relais en traitant et transformant les sous-produits du raffinage. Enfin, l'industrie chimique ferme la chaîne de production avec ses usines de cosmétiques, de peinture et d'autres produits d'entretien. Toutes ces industries assurent un emploi à plus de 20 000 personnes. Depuis longtemps, on est habitué à cette prospérité venue de l'or noir. On était connus dans ce temps-là comme une des... On nous appelait les Arabes du Canada. On était la 4e ville au Canada, sur le côté industriel. C'était ça l'or noir. C'est l'or noir qui coulait à flot ici à Montréal-Est. Quelqu'un qui avait un travail dans une raffinerie, c'était un travail à vie, très bien rémunéré. Les compagnies prenaient soin, là. Ils faisaient beaucoup d'argent, mais prenaient soin de leurs employés. Au plus fort des activités, les 6 raffineries de Montréal créent un boom économique sans précédent. Et ces raffineries draineront dans leur sillage une autre industrie de pointe, la pétrochimie. Ça peut être transformé, je sais pas, même de chapeau de sécurité, comme le vêtement, comme à peu près n'importe quoi. Au-delà de l'image parfois inquiétante que donne l'industrie pétrolière, c'est l'harmonie la plus complète entre les Montréalais et leur nouvelle industrie. Ce secteur de la ville est un chantier permanent. Les usines et les cheminées poussent à un rythme d'enfer. Le pétrole et l'argent coulent à flot. La ville de Montréal on donnait des services tellement bons que les autres municipalités jalousaient. Comment ça se fait qu'ils peuvent donner des services, puis nous autres, on ne peut pas le faire? Mais on avait tellement d'argent qui rentrait qu'on remettait l'argent aux citoyens. Par exemple, en hiver, il y avait une tempête de neige. Quand le petit tracteur passait sur le trottoir, une personne qui avait son driveway, qui avait de la neige dessus, il reculait puis envoyait de la neige dans la rue. Mais voilà qu'avec le temps, on découvre aussi que cette prospérité débridée a un prix à payer. Le dragon est nourri de matières hautement explosives par des kilomètres de tuyaux et de pipelines enfouis sous la ville. Et parfois, le monstre se réveille. Hier, les vapeurs d'essence étaient dans la maison et ça provenait du drain de la maison. C'est très grave parce que n'importe quel accident pourrait se reproduire. C'est un excellent exemple pour montrer à quel point les résidents sont devenus très, très collés sur le milieu industriel. Alors, d'un côté, vous avez Canterme qui est ici avec ses réservoirs de produits pétroliers et qui parle d'agrandir ce parc pétrolier-là encore pour ajouter, doubler même leur production de réservoirs. Donc, nous, on considère que cette industrie-là n'aurait jamais dû être collée aussi près des résidents. Depuis plus d'un siècle, on a cherché du pétrole au Québec, mais sans jamais trouver de gisement important. Et pourtant, dès qu'une découverte est annoncée, comme ce fut le cas en Gaspésie, tous les espoirs renaissent. On rêve alors d'un Québec transformé en Texas du Nord. Car ce n'est pas d'hier que l'or noir transforme le développement du Québec, et surtout celui de la région de Montréal. Avec Supershell qui contient du TCP, le moteur réagit instantanément et tourne en souplesse. Écoutez. Montréal-Est voit le jour en 1910. L'homme d'affaires, Joseph Versailles, rêve à un projet grandiose. Il achète des terrains dans la ville de Pointe-aux-Trembles
avec l'intention de créer une cité-jardin. Aujourd'hui, vous avez la ville de Boston qui est entourée de 200 municipalités. C'est un peu le concept que M. Versailles voulait avoir. Il voulait que les gens qui travaillent au centre-ville aient une place paisible sur l'île de Montréal, avec de la verdure, avec des jardins, pour pouvoir élever leur famille. C'était clair, il avait fait du matériel publicitaire, un matériel publicitaire très précis et dans le ton de l'époque, en anglais, en français, pour vraiment inviter les gens à venir visiter son projet. Il y avait fabriqué des maisons modèles, comme ça se fait aujourd'hui. Des maisons témoins, en fait, pour pouvoir montrer aux gens qu'est-ce que ça avait de l'air. Ces maisons-là, il y avait à peu près, selon le dépliant publicitaire, environ 6 maisons différentes que les gens pouvaient visiter. Parce qu'il faut dire que l'Est de Montréal, c'était considéré comme campagne. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des chalets sur le bord de l'eau. Puis ils partaient de la ville, d'Outremont ou même de Westpont, pour s'en aller dans l'Est, parce que le fleuve, il servait du fleuve. Même ici à Montréal-Est, on avait un club nautique. Mais avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'affaire tourne mal. Les acheteurs sont incapables de payer et les matériaux de construction se font de plus en plus rares. Les gens étaient obligés de se débarrasser de leurs biens. Fait que la ville de Montréal-Est, qui était jeune de 4 ans, avait la misère à respirer. Le salut viendra de l'industrie pétrolière qui y décèle une excellente opportunité d'affaires. Les terrains sont là et en temps de guerre, les besoins en essence et en huile à chauffage sont énormes. Fait qu'au tout début, il y a une compagnie qui s'est intéressée à venir s'établir à Montréal en 1915, qui est la Queen Oil Company. Et là, Joseph Versailles et ses conseillers sont aperçus qu'ils pouvaient économiquement passer à travers des difficultés. Entre-temps, bien là, il y a d'autres compagnies qui se sont rajoutées. En 1924, vous avez la Texaco qui s'est rajoutée. Vous avez BA qui est venu à Montréal-Est, la Sunoco, vous avez Shell Canada, Canadian Copper, toutes les grosses pétrolières sont venues s'installer au début. Construire une raffinerie est un chantier titanesque, hautement spécialisé, alors pratiquement inconnu des ingénieurs québécois. Bien avant l'érection des grandes cheminées, il faut d'abord préparer le terrain à recevoir une raffinerie, car l'industrie est littéralement construite sur un immense treillis de tuyaux et de conduits. Ce sont ses artères et ses veines. Et ça passe dans un immense pipeline qui traverse là, tout le territoire, qui s'en va à Petro-Canada ou qui s'en va à Shell. Vous avez des usines à Varennes de l'éthylène, Pétromont. Alors, il y a un immense tuyau qui part de Pétromont-Varennes, qui traverse le fleuve et qui s'en vient à Pétromont, à Montréal-Est. Puis vous avez d'autres tuyaux aussi, comme le gaz naturel. Puis il y en a un prochain qui s'en vient, là, entre Ultramar à Lévis, qui va probablement abandonner son transport de pétrole par train et l'envoyer par un tuyau dans le fleuve à un terminal situé pas loin d'ici. Évidemment, la proximité du fleuve faisait que il avait réussi d'ailleurs à convaincre les instances du port de Montréal d'accroître pas d'accroître, mais d'allonger le port de Montréal vers Pointe-aux-Trembles. Ce qui a fait que le port pouvait à ce moment-là venir déjà à cette époque-là jusqu'à Montréal-Est. Donc, c'était un attrait pour les entreprises qui cherchaient des usines qui cherchaient un endroit où les vents dominants pousseraient la fumée, les odeurs nauséabondes vers l'est, comme c'était la norme, je pense, dans beaucoup de villes industrialisées. Et les raffineries dans ce temps-là fonctionnaient seulement en été, parce que l'hiver, le fleuve gelait. Fait qu'il n'y avait pas de bateaux qui pouvaient venir ici. On avait du storage. On faisait du storage le plus possible. Et quand il arrivait le mois de décembre, c'était le temps où les raffineries fermaient et nettoyaient pour repartir au printemps.
Ça faisait travailler les gens de Montréal-Est aussi, durant la construction et aussi quand la raffinerie partait en opération. C'était des jobs, des bouts du beau travail pour les personnes de Montréal-Est. Cette enseigne signale au capitaine des cargos de ne pas jeter l'ancre trop près en raison de la présence d'un pipeline. Contrairement à la croyance populaire, le pétrole brut raffiné au Québec ne provient pas de l'Ouest canadien. Et ce, même si en pleine crise pétrolière, on a parachevé vers Montréal l'oléoduc qui s'arrêtait à Sarnia pour réduire la dépendance de l'Est du Canada envers les importations. Le pétrole qui approvisionne la raffinerie de Montréal vient essentiellement de la mer du Nord, du Mexique et du Venezuela. Il arrive à Montréal via le pipeline de Portland. Les bateaux de pétrole sont acheminés au terminal marin de Portland dans l'État du Maine et transférés à la région de Montréal par pipeline. Rapidement, la rivalité s'installe entre deux régions au pays, Montréal et Sarnia en Ontario. La rivalité est un peu à deux dimensions. Il y a une dimension d'affaires. Les deux centres, Sarnia et Montréal, sont des centres de raffinage et sont aussi des centres de pétrochimie. Et donc, il y a une rivalité d'affaires. Et aussi une rivalité politique qui existe depuis toujours entre le Québec et l'Ontario. Et je suis certain va continuer. La construction d'un oléoduc pan-canadien durant les années 50 reflétait la stratégie et la politique de confier aux régions des rôles économiques bien déterminés. Sarnia en sortira la grande gagnante. Mais la crise du pétrole des années 70 provoque un changement de stratégie. Un impact majeur. Si on retourne dans le temps, dans le contexte, on parle des années 72-73. On parle d'une période où les prix du pétrole brut étaient 2 ou 3 $ le baril pendant 50, 70 ans. Et tout d'un coup, les montées à 12 $ le baril. On parle d'une période où il y avait de la difficulté ou des embargos pour avoir du pétrole brut. On parle d'une période où il y avait des lignées pour aller acheter du gaz. Beaucoup de manque d'informations beaucoup, quand il y a un manque d'informations, il y a beaucoup de spéculation. Donc, il y avait beaucoup d'appréhension et ce choc-là, naturellement, a causé une réaction du gouvernement fédéral. Et finalement, arrivé à Montréal, ce fameux pétrole de l'Alberta, après des années de discussion et la construction... C'est alors que le gouvernement fédéral a décidé de prolonger le pipeline de Sarnia jusqu'à Montréal avec une capacité de 300 000 barils par jour. Réalisé en 1976 au coût de 250 millions de $, l'oléoduc s'étend sur 830 km à travers la région la plus densément peuplée du Canada. Aujourd'hui, le pipeline Sarnia à Montréal fonctionne en sens inverse et approvisionne régulièrement l'Ontario avec le brut de Montréal. L'industrie pétrolière apporte une prospérité sans bornes aux citoyens. Montréal-Est devient rapidement la 4e ville la plus riche au pays et demeura, jusqu'au début des années 80, un des plus importants centres de transformation pétrolière au Canada. Les bons côtés, le travail qu'offraient ces raffineries-là, c'était des travails très bien rémunérés. On pouvait facilement élever des familles ici à Montréal-Est. Il y a même des gens de partout du Québec, comme mon père, qui est parti de Québec avec sa famille, ses frères, il est venu s'installer ici. Il n'y avait pas d'ouvrage dans le temps. Montréal-Est pouvait offrir des travails adéquats avec des salaires plus que raisonnables. Les avantages, vous aviez le déneigement. Vous arriviez à Montréal-Est, il n'y avait pas de neige. Vous arriviez à Montréal, il y avait de la neige. Ils nettoyaient même les entrées de charretières où les gens pouvaient stationner le véhicule. Ils allaient jusqu'à nettoyer les galeries des résidents. Vous aviez le sport était gratuit. On a eu un centre civique ici en 1966 avec piscine, avec aréna, grâce aux pétrolières. Les jeunes pouvaient participer au hockey, c'était gratuit. Mon père a travaillé à la construction de la raffinerie Shell. Moi, j'ai rentré de la raffinerie Shell à 17 ans et demi. C'était en 1950.
La raffinerie était déjà bâtie. Il y avait de l'expansion qui se faisait. Alors, j'ai rentré comme journalier. Le premier job que j'ai fait, c'était en hiver, le 4 janvier 1950. C'était de charger des camions et des wagons-citernes, les wagons qu'on voit sur les voies ferrées. Puis ça, en hiver, monsieur, c'est pas facile. La population augmente rapidement et entre les élus municipaux et les compagnies pétrolières, c'est l'harmonie la plus complète. Les raffineries occupaient 90% du territoire, c'est-à-dire l'industrie dans Montréal s'occupe 90% du territoire. S'ils occupent 90% du territoire, ils payent 90% des revenus, des taxes. C'était très bien. Même je me rappelle, dans les années 65, la commission scolaire bâtissait des écoles, puis il y avait une taxe scolaire, c'est la taxe des neutres. C'était tellement élevé qu'il était obligé de retourner de l'argent aux compagnies à la fin de l'année. Il administrait les écoles, puis bien administré. On avait les meilleurs professeurs qu'on pouvait avoir, des professeurs de gymnastique, d'anglais, de français. On avait la crème. C'est sûr que les gens de l'extérieur, des autres municipalités, nous enviaient parce qu'on avait beaucoup de services, on avait beaucoup de gratuités. Vraiment, l'argent des taxes était de redistribuer à la population. C'était un peu les riches qui donnaient un peu aux citoyens. Quelle était alors la nature de cette industrie si miraculeuse pour l'économie de toute une ville? À l'état naturel, le pétrole brut est un mélange de plusieurs substances. Diverses opérations de raffinage les séparent pour les transformer en produits utiles. Les mauvaises odeurs en révèlent justement les impuretés. C'est là un des côtés sombres des raffineries. Montréal-Est avait acquis la réputation d'une ville sale et polluée. Il faut dire aussi que les premiers temps, il y avait des senteurs à Montréal-Est. Les senteurs de soufre qu'on sentait, le H2S, qu'on appelait dans le temps. Le complexe raffinerie pétrochimie de Montréal-Est est littéralement construit sur des kilomètres de tuyaux et de pipelines et encerclé d'immenses réservoirs. Ces réservoirs, comme les conduits qui les desservent, contiennent des matières hautement toxiques et inflammables et potentiellement explosives. Quand on parle de risques industriels majeurs, les risques sont de deux ordres. Il y a des entreprises qui risquent de façon qu'on ne souhaite jamais avoir des échappées de gaz toxiques et il y a d'autres entreprises qui risquent des explosions avec des produits inflammables. Car au-delà du risque quotidien, la coexistence devient vite lourde à supporter. Là, c'était c'était une tank de butane qui avait sauté par le dessus. Vivre à proximité des raffineries de pétrole n'est pas de tout repos. Certains événements ont marqué la mémoire collective, comme l'explosion d'un réservoir de la compagnie Shell en plein hiver 1957. J'étais présent. C'est dans la nuit du 7 au 8 janvier. Pourquoi je m'en rappelle? Excusez, c'était la fête d'Elvis Presley. En 57, ma femme est enceinte d'un deuxième garçon. Et puis, je pense qu'on se rappelle de ces choses-là. Vers 4 heures du matin, un réservoir rempli de gaz butane hautement inflammable explose. Je dirais pas que j'ai pas eu peur, j'ai eu peur. Mais notre job, c'était de descendre sur le feu, puis essayer de protéger l'équipement qu'il y avait alentour de l'incendie. Moins de 20 minutes plus tard, 2 autres explosions retentissent. Si cette tank-là aurait sauté par le côté, si ça aurait brisé par le côté, on ne serait peut-être pas là, ou la ville de Montréal ne serait peut-être pas là non plus. La neige fondait, on avait eu de la pluie, je pense pas longtemps avant. Il faisait très froid cette nuit-là. Et puis, il y avait de la glace sur les poteaux de téléphone, puis ça fondait. Les gens qui demeuraient près de la rue Sherbrooke descendaient, les enfants en carrosse, là, parce que c'était des gens, surtout, c'était des vétérans, des maisons de vétérans. Puis ces gens-là, il y en a qui avaient connu la guerre, puis ils avaient connu, c'était quoi? Se sauver quand il y avait des problèmes. Fait que ces gens-là se sauvaient, ils sortaient de leur maison. Tellement que l'explosion, la chaleur faisait fondre la neige et il y avait des vitres de maisons qui éclataient. Il y a certains résidents qui ont voulu déménager à cette époque-là. Quoi qui avait explosé, c'est que on
remplissait, c'est des tomates qu'on appelle des réservoirs ronds. Et puis, dans la production, mettons qu'ils faisaient 300 barils de butane par jour, sans le dire à personne, ils ont augmenté la production. Et le réservoir, mais plus ça allait, plus il s'est rempli. Fait que quand il était plein, il y avait une valve de sûreté dessus, ça s'est ouvert. Ça a envoyé de la butane au sol. Le vent a poussé ça dans un secteur où il y avait une station-service. Et l'étincelle en allumant le système à chauffage, mais c'était ça. Et c'était tout un choc. Miraculeusement, cet incident spectaculaire n'a fait qu'une seule victime. Mais ce sont aussi tous ces risques qu'apportait dans ses valises une telle industrie. C'est une ville industrielle, mais ça paraissait pas. Presque tout le monde travaillait. Mais oui, il y avait beaucoup c'était pas des riches, mais c'était des familles moyennes. Les salaires des compagnies étaient assez importants pour que les gens... C'était des grosses familles aussi. Chez nous, on était à 11, où on demeurait au premier étage. Puis au deuxième étage, c'était une famille sire qui était 11 aussi. Les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est quand un jeune venait me voir pour avoir du travail. Puis qui venait me revoir à peu près 6 mois après, avec une bouteille de vin, me dire « Je vous dois ça, parce que j'ai une bonne job, puis je suis content, puis des choses comme ça. » Mais le boom pétrolier tirait à sa fin pour l'est de Montréal. Après plusieurs décennies d'essor ininterrompu, les 2 crises pétrolières successives des années 70 forcent les compagnies à rationaliser leur production. 4 des 6 raffineries ferment leurs portes. Oh, il y a eu un creux certain. Oui, c'était dur parce qu'on a perdu des emplois. Il y a beaucoup d'emplois. C'était du bon travail. Ça, c'était payant. C'était des bons salaires, les gens qui travaillaient dans les raffineries. Mais c'était une perte. Aujourd'hui, il reste 3 raffineries au Québec. Shell et Petro-Canada à Montréal et Ultramar à Lévis. La demande de mazout de chauffage est toujours faible. 45% des produits pétroliers consommés au Québec sont en fait de l'essence pour automobile. Les raffineries ont dû modifier leur méthode de production et en s'ajustant au marché québécois, elles ont survécu. Nous verrons comment. Au Québec, les raffineries ont été construites par des étrangers. Toutefois, l'industrie pétrolière québécoise a développé, avec le temps, ses propres particularités technologiques. On a donc adapté les raffineries afin qu'elles produisent une plus grande quantité d'essence à partir d'une même quantité de brut. La technologie qui est employée dans le raffinage, si on parle de raffinage, est une technologie qui vient principalement ou des États-Unis ou de l'Europe. Mais l'application de la technologie dans l'engineering, la construction, c'est presque entièrement québécoise maintenant. Nous avons réalisé beaucoup de projets avec des compagnies locales. Et donc, je vais en mentionner un. En 2002, nous avons investi au-delà de 100 millions de dollars pour rencontrer la nouvelle norme de soufre dans l'essence avec une technologie française. Mais l'application, l'engineering, a été faite par une compagnie locale, SNC-Lavalin, qui a réalisé ce projet-là. Petro-Canada est l'une des 3 raffineries encore en opération au Québec. Elle est née de l'achat de Petrofina en 1981. À l'origine, la raffinerie avait une capacité de traitement de 3200 mètres cubes de pétrole brut par jour, comme si on remplissait 64 piscines olympiques. À l'époque, au début des années 50, une entreprise nommée FINA venait de naître à Montréal. C'était une aventure hors du commun à l'époque. Personne ne croyait qu'il y avait de la place pour une autre raffinerie. En mai 54, on a eu la pelletée de terre officielle par le premier ministre de l'époque, feu Maurice Duplessis, qui a inauguré les travaux. Une nouvelle raffinerie naissait à Montréal. D'une capacité de 20 000 barils. À l'époque, c'était modeste, mais quand même, c'était un pas dans la bonne direction. L'usine, à ce moment-là, avait nécessité un investissement de 24 millions de dollars. Aujourd'hui, ça peut sembler peu,
Mais pour l'époque, à une époque où on achetait un pain pour 5 sous, 24 millions de dollars, c'était énorme. Dans son état actuel aujourd'hui, avec les niveaux de complexité, l'ajout des unités qu'on a fait au fil des 50 dernières années, il en coûterait entre 1,5 et 2 milliards de dollars américains pour reconstruire le même site. Du quai, le pétrole brut emprunte une route invisible pour les citoyens de Montréal-Est. Un tunnel souterrain relie le port au parc de stockage de la raffinerie. Un tunnel d'1 kilomètre dans lequel un homme peut facilement se tenir debout sous l'avenue Maria. On voit ici le fleuve, on voit notre quai, et pour relier nos installations jusqu'au quai, nous avons un tunnel que nous avons construit dans le roc, dans le béton, qui nous permet d'installer des pipelines d'une façon sécuritaire, qui ne dérange pas l'environnement, qui ne dérange pas la communauté. Si jamais il y a un bris, on les répare, ça ne dérange personne. À l'usine, le pétrole entreprend un périple qui le mène à travers un réseau de tuyauterie, un peu comme des vaisseaux sanguins. Le brut subit alors des transformations chimiques, d'où on soutient divers produits pétroliers de consommation courante. C'est-à-dire les essences, les distillats comme l'huile à chauffage, le mazout, le carburéacteur pour les avions. Également, on produit toute la gamme des asphaltes, le bitume pour les asphaltes de pavage et les asphaltes pour les toitures. Transformer du pétrole brut exige beaucoup d'énergie et de chaleur. Les chaudières et les tuyaux doivent supporter une pression énorme, à la limite du supportable. Il faut absolument prévoir un système de refroidissement. L'eau de refroidissement sert à enlever la chaleur résiduelle de nos produits finis. Pour être recyclé, l'eau revient à l'usine à travers un réseau de tuyauterie complexe que l'on voit en haut de la tour. L'eau pénètre dans la tour et tombe en chute libre à travers le grillage qu'on voit. Le grillage sert à fractionner les molécules d'eau en une gouttelette de façon à ce que l'air qui est injecté à travers la tour puisse extraire la chaleur. L'industrie pétrolière québécoise a aussi son identité technologique. La consommation de mazout pour le chauffage domestique est plus faible ici qu'ailleurs à cause de la prépondérance du chauffage électrique. Aussi, les raffineries doivent être modifiées afin de produire une plus grande quantité d'essence à partir d'une même quantité de pétrole brut. On est présentement à le râtelier principal. Les deux tronçons nord-sud sont complétés à 100 %. On est à insérer de la tuyauterie. On a commencé cette semaine à insérer de la tuyauterie dans les râteliers au niveau du premier palier, au râtelier principal, mais premier niveau. Ça va être pour traiter les distillats, les diesels, pour la mise en marché. Tout ça pour respecter la loi de protection de l'environnement qui a été votée en 1999 par le Parlement canadien. On va se devoir de mettre en marché des diesels à basse teneur en soufre. Bien que la technologie utilisée dans cette nouvelle unité de transformation du diesel soit américaine, ce sont des ingénieurs québécois de SNC Lavalin qui ont eu le mandat de construire l'usine. Ça va être une combustion beaucoup plus propre. Les résidus de combustion seront négligeables comparativement à ce qu'on a aujourd'hui pour un diesel commun. C'est dans ce laboratoire que l'on s'assure que les produits pétroliers de l'usine atteignent les standards des normes de consommation. Dans l'huile à chauffage, on va avoir des normes principalement pour la viscosité, sa façon de s'écouler, ses points de trouble et d'écoulement, c'est-à-dire s'assurer que l'hiver, le produit va continuer à couler dans les conduites. Pour l'essence, les normes qu'on a viennent du gouvernement fédéral et provincial. Ça va concerner en partie les indices d'octane.
Ça va considérer les tensions de vapeur et pression qui se construit au-dessus du liquide. Vous avez un réservoir d'essence. L'hiver, vous devez avoir une essence qui fonctionne, qui va s'allumer facilement pour démarrer votre moteur. Le problème va être inverse l'été. Si vous avez trop de pression, votre moteur va avoir des difficultés à démarrer. Mais les raffineries génèrent aussi une foule de sous-produits. Ces matières premières sont à l'origine d'une nouvelle industrie de pointe au Québec, la pétrochimie. La pétrochimie, c'est vaste. Quand on parle de joueurs de la pétrochimie, on pense à Pétromont, exemple dans Montréal-Est. Donc, on pense à Coastal, on pense à Interquisa, on pense à PTT Polycanada. L'industrie pétrochimique est depuis longtemps une industrie contrôlée par de grandes multinationales qui ont la main mise sur les moyens de production, de distribution, sur l'offre et la demande. Et pourtant, malgré sa taille restreinte, l'expertise québécoise en pétrochimie est de plus en plus reconnue, et ce, partout dans le monde. Au Québec, une trentaine d'entreprises existent grâce aux produits pétrochimiques. Une réalité peu connue. Elles sont majoritairement situées dans la région de Montréal parce qu'elles dépendent du raffinage et qu'elles doivent échanger entre elles des matières transformées à partir du pétrole. Si on parle, exemple, de l'essence comme telle, un des éléments qui est indésirable dans l'essence, c'est le benzène. Le benzène peut être transformé ensuite en différents produits. Fait qu'on va sortir du benzène le cumène va devenir le phénol. Et le phénol est utilisé, entre autres, dans le fameux Lipsil, le baume pour les lèvres. Une des premières transformations du pétrole se fait directement dans les laboratoires pétrochimiques des raffineries, comme ici, à Petro-Canada. Surtout, on ne voit pas beaucoup des produits, les premiers produits de base parce qu'ils ils n'ont pas vraiment une utilisation dans l'industrie. Ils sont transformés 1, 2, 3 et même 4 fois pour donner les produits finis tels que le polystyrène en tasse, en contenant, en isolant rigide pour les maisons et le reste. Le xylène est transformé en produits, en polyester, des vêtements haut de gamme, en produits plastiques pour les contenants, pour les emballages. Il y a une autre route invisible entre les usines pétrochimiques. Afin de pouvoir s'échanger régulièrement des sous-produits, elles sont reliées entre elles par un réseau de canalisation souterraine. Certains de ces pipelines traversent même le fleuve pour alimenter en matières premières, depuis les raffineries de Montréal-Est, les installations de Pétromont à Varennes. L'usine de Pétromont transforme le gaz éthylène en résine de polyéthylène qui sert à la fabrication d'emballages, de tuyaux, de pièces automobiles et de jouets. La pétrochimie est un pilier économique du Québec. Ses exportations à l'extérieur du Canada s'élèvent chaque année à plus de 1,5 milliard de dollars. 86% sont destinés aux États-Unis. Lavalin est impliqué depuis longtemps dans la construction de ces équipements de pointe, y compris la dernière venue à Montréal-Est, Interquisa. Interquisa, c'est un projet clé en main qu'on appelle, c'est-à-dire que le client nous a demandé de lui fournir une usine basée sur une technologie qu'il nous fournissait, de lui fournir une usine complète, prête à être opérée. Donc ça a été un projet clé en main dans lequel on a fait et la conception, et la construction, et l'approvisionnement de tous les équipements. Mais ce savoir-faire demeure mondial et est toujours contrôlé par de puissantes multinationales. N'entre pas qui veut dans ce club sélect. L'expertise québécoise commence à faire son nid. Je dirais que oui, dans un sens que, on est francophone. Et la pétrochimie est vraiment un marché anglophone à bien des niveaux. Donc, en Afrique du Nord, cette connaissance-là nous aide énormément. Mais les raffineries, les usines pétrochimiques prennent aussi un lourd tribut. Tous les mardis à 11 heures, quelqu'un qui habite pas Montréal-Est, il se demande ce qui se passe ici, parce que ça sonne une après l'autre. Les compagnies s'appellent entre eux autres pour savoir si tout le monde est en place, est en poste, en cas d'un événement là, majeur. On ne cohabite pas avec ces géants comme avec n'importe quelle usine.
On est toujours en alerte. La sirène du mardi rappelle aux citoyens qu'un accident en apparence banal peut avoir des conséquences dramatiques. Afin de maintenir les effectifs et la population en état d'alerte, les raffineries ont donc convenu d'un code d'urgence. En effet, à tous les mardis, à 11 heures précises, les sirènes retentissent à tour de rôle. C'est le signal qui indique que tout est en place au cas où un drame se produirait. Ils vont retentir en même temps, justement pour faire un essai là, au niveau sonore, là, si tout fonctionne. Chaque raffinerie avait son système de département des incendies, puis bien équipé aussi. Si un avait un morceau d'équipement que l'autre n'avait pas, ça arrange ensemble. Moi, je disais toujours, il y a une compétition dans les raffineries. Mais quand il arrivait un accident, il n'y en avait plus de compétition. C'était toute la même personne. J'ai un exemple comme ça. Quand Coastal est venu s'installer à Montréal, ça fait à peu près une quinzaine d'années, ils ont eu un feu au départ de leur opération. Et puis, les premiers rendus pour éteindre leur feu, c'était la compagnie Shell qui était juste à côté. Ils n'en revenaient pas. Si la sirène se faisait entendre à un autre moment de la journée ou de la semaine, ce serait le signal que quelque chose ne va pas. Surtout les employés de la raffinerie, pour qu'ils puissent là, faire attention. Là, ils se rendent tous à l'incendie pour donner un coup de main pour éteindre l'incendie. Le pire scénario qu'on pourrait avoir ici, ça serait un feu de réservoir qu'on a au champ nord, en haut du métropolitain. Se réveiller la nuit, fermer sa fenêtre parce que ça sent pas bon. Ce qui nous vient spontanément comme dérangement, c'est plutôt le bruit, les odeurs, les nuisances globales. Il y a des voisins, effectivement, qui sont ici depuis le début du siècle, entre autres les pétrolières. Dans cette direction-là, il y a Petro-Canada qui a succédé à Petrofina et qui va fêter ses 50 ans en septembre. Là-bas, les tours que l'on voit, c'est des parties des installations de Coastal qui fabrique du paraxylène et qui alimente cette autre entreprise-là qui s'appelle PTT Canada qui fabrique du nylon. Là-bas, vous avez des installations au loin de Shell. Plus proche, Noranda CCR, qui est une affinerie de cuivre. Et plus loin, il y aura Interkisa, qui est la nouvelle venue parmi les grandes entreprises et qui est dans la fabrication de granules de plastique. Ici, l'expression bien connue « pas dans ma cour » prend tout son sens. C'est des voisins dérangeants d'une certaine façon par le bruit pour les voisins proches, d'autres qui ne les entendent pas. Inquiétant parce que 4 d'entre elles peuvent émettre des produits toxiques ou avoir des échappées lorsqu'un risque d'accident industriel majeur. Lorsqu'elle est venue s'installer à Pointe-aux-Trembles avec sa petite famille, il y a 8 ans, Sylvie Bibeau avait tout calculé. Située à plus de 10 km des raffineries et des usines pétrochimiques, près d'un parc nature où il y avait même des marécages, rien ne pouvait l'atteindre. Erreur. La réalité la rejoint un soir de juillet 2003. Toujours à Montréal, l'autoroute métropolitaine est actuellement fermée à la circulation dans l'arrondissement Montréal-Est. Un camion-citerne transportant de l'essence s'est renversé sur l'autoroute, déversant des centaines de litres sur la chaussée. Cet accident a fait en sorte que l'essence s'est déversée dans la rue et il y a un peu d'essence qui a tombé dans l'égout pluvial. Et les vapeurs d'essence ont circulé dans l'égout pluvial et les vapeurs ont rentré dans la maison par le drain de la maison. Oui, parce qu'on avait appris finalement qu'à Pointe-aux-Trembles, un autre risque, nous avions le réseau pluvial et le réseau d'égouts étaient dans certains milieux dans le même conduit. Et les échappées de pétrole dans les puisards d'égouts pluviaux se sont ramassées, les vapeurs se sont ramassées dans les cabinets de toilettes de résidence à 6 km d'ici. Concentrer nos effectifs pour vérifier les canalisations parce que notre problématique était souterraine. L'incident qui a frappé de plein fouet la famille Bibeau a rappelé aux résidents du coin un vieux principe de guerre. Il faut combattre le danger que l'on voit et se méfier de celui que l'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est les milliers de kilomètres de tuyaux
qui circulent entre les terminaux pétroliers et les raffineries. Et ce n'est pas fini. Ultramar a dans ses cartons le projet Pipeline Saint-Laurent. Un pipeline de 255 km de long qui relie Lévis et Montréal pour remplacer le dangereux ultratrain. Sans oublier tout ce qui est transporté par camion. Montréal-Est est le paradis du camionnage lourd. Le danger est donc mobile. Alors, on a déjà calculé, nous, les citoyens, ça n'a jamais été confirmé qu'on pouvait arriver avec, dans le quartier Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, à 66 000 déplacements par année de produits dangereux. Là, on parle plus de sources mobiles, parce que là, c'est un camion d'essence qui a circulé et qui a eu un accident et dont l'essence s'est déversée. Donc là, on doit prévoir plutôt d'autres mesures de sécurité et les pompiers sont au courant. Le Centre de sécurité civile est au courant, donc il devrait y avoir en théorie des mesures d'urgence si jamais un autre accident se produit. Consciente de l'inquiétude grandissante de la population, l'industrie fait ses devoirs et accepte depuis quelques années de déclarer volontairement les risques qu'elle génère. Shell, par exemple, qui utilise l'acide fluorhydrique pour fabriquer l'essence d'avion, a été la première à analyser les risques et à mettre en place un plan de réduction de ces risques. D'autres entreprises ont également réalisé leurs études sur l'impact d'un accident industriel majeur. Ces risques-là n'avaient pas toute la même ampleur, mais étaient suffisamment identifiables par rapport à ce qui va amener comme mise en alerte de la population. Les compagnies n'étaient pas réticentes à dire quels produits ils avaient chez eux, mais pour ne pas faire de peur aux citoyens, mais plutôt sans le cacher, il était dans leur plan, mais ils n'aimaient pas en parler. Pour faire face à toute éventualité, les raffineries organisent régulièrement des simulations d'incendie comme celle-ci à Petro-Canada. Ces exercices permettent de parfaire les techniques de lutte contre des incendies en milieu hautement explosif. Tous les mois, on a 8 heures de pratique pour toute l'équipe. Et aussi annuellement, Petro-Can organise une grosse simulation. Des fois, c'est juste au niveau tabletop qu'on appelle, donc c'est une simulation interne. Des fois, c'est avec l'extérieur aussi, pour s'assurer que nos processus d'intervention sont prêts et adéquats pour si jamais il se passe de quoi, on soit prêt à réagir. Bon, comme n'importe quel incendie, les premières minutes sont toujours importantes. Donc, c'est pour ça que Petro-Canada s'est doté de véhicules comme on a en arrière de nous, avec de haute performance, avec des gros volumes. Et pour ici, c'est la même chose. Donc, l'intervention rapide des gens de l'intérieur de la raffinerie. Et on collabore beaucoup avec les gens de la ville de Montréal aussi. Favorisé par un réseau de transport maritime, un sol argileux imperméable et de vastes terrains vacants, Montréal est devenu, au tournant des années 60, le plus important centre de raffinage de l'Est de l'Amérique du Nord. Les grandes cheminées de Montréal en représentent encore aujourd'hui le vibrant symbole. C'est le symbole d'une industrie qui a entraîné Montréal et tout le Québec vers un boom économique sans précédent. Mais ce boom pétrolier avait un prix à payer. Les citoyens ont appris à vivre avec la notion d'une culture de sécurité. C'est pas seulement sur la bicyclette ou le risque de se faire ébouillanter à la maison. Si on vient en Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est ou à Mercier-Est, aux abords, on s'attend à trouver ces industries-là. C'est pas plus dangereux qu'un automobile sur la rue. Il se tue plus de monde en automobile qui s'en tue dans la raffinerie. Oui, il y a eu des feux, mais la compagnie était équipée. Toutes les raffineries étaient équipées. Non, moi, ça m'inquiète pas. Moi, quand j'étais jeune, mon père travaillait à Golf Canada. Des fois, à 3 heures du matin, la sirène retentissait. Je savais qu'il était pour appeler mon père. Mon père était électricien, c'était le premier à appeler. La seule chose qui m'inquiétait, c'est parce que mon père il allait travailler. Quand la sirène retentissait une deuxième fois, je savais que c'était terminé. Fait qu'on s'habitue à vivre en entour des raffineries. Oh, souvent, on me demande, si tu le veux pas dans ta cour, où est-ce que tu le veux? Qu'est-ce que tu veux en contrepartie? Mais ça fait assez longtemps que je suis en environnement pour savoir que
si on dit oui à une petite partie ou si on laisse une certaine incertitude, on prend toute la place, OK? Alors, ma conclusion, c'est qu'il faut d'abord dire non à ce qu'on veut pas. En plus des 3 raffineries, le Québec compte aujourd'hui quelques 380 entreprises qui gravitent dans ce secteur d'activité. Avec ses risques et ses périls, l'industrie du raffinage et de la pétrochimie a ici au rang des plus grands une nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont graduellement fait leur place dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et derrière ces grandes cheminées, c'est aussi mobilisé une nouvelle génération de citoyens qui ont appris à vivre et à prospérer ensemble et Montréal-Est de continuer à croître. Célébrons la 21e Olympiade de l'ère moderne. Le conseil municipal a délégué le pouvoir d'exploiter le métro. Tous les espoirs renaissent. On rêve alors d'un Québec transformé en Texas du Nord. Car ce n'est pas d'hier que l'or noir transforme le développement du Québec, et surtout celui de la région de Montréal. Avec Supershell qui contient du TCP, le moteur réagit instantanément et tourne en souplesse. Écoutez. Montréal-Est voit le jour en 1910. L'homme d'affaires, Joseph Versailles, rêve à un projet grandiose. Il achète des terrains dans la ville de Pointe-aux-Trembles avec l'intention de créer une cité-jardin. Aujourd'hui, vous avez la ville de Boston qui est entourée de 200 municipalités. C'est un peu le concept que M. Versailles voulait avoir. Il voulait que les gens qui travaillent au centre-ville aient une place paisible sur l'île de Montréal, avec de la verdure, avec des jardins, pour pouvoir élever leur famille. C'était clair, il avait fait du matériel publicitaire, très précis et dans le ton de l'époque, en anglais, en français, pour vraiment inviter les gens à venir visiter son projet. Il avait fabriqué des maisons modèles, comme ça se fait aujourd'hui. Des maisons témoins, en fait, pour pouvoir montrer aux gens qu'est-ce que ça avait de l'air. Ces maisons-là, il y avait à peu près, selon le dépliant publicitaire, environ 6 maisons différentes et que les gens pouvaient visiter. Parce qu'il faut dire que l'Est de Montréal, c'était considéré comme campagne. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des chalets sur le bord de l'eau. Puis ils partaient de la ville, d'Outremont ou même de Westmont, pour s'en aller dans l'Est, parce que le fleuve, il servait du fleuve. Même ici, à Montréal-Est, on avait un club nautique. Mais avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'affaire tourne mal. Les acheteurs sont incapables de payer et les matériaux de construction se font de plus en plus rares. Les gens étaient obligés de se débarrasser de leurs biens. Fait que la ville de Montréal-Est, qui était jeune de 4 ans, avait de la misère à respirer. Le salut viendra de l'industrie pétrolière qui y décèle une excellente opportunité d'affaires. Les terrains sont là et en temps de guerre, les besoins en essence et en huile à chauffage sont énormes. Fait qu'au tout début, il y a une compagnie qui s'est intéressée à venir s'établir à Montréal en 1915, qui est la Queen Oil Company. Et là, Joseph Versailles et ses conseillers sont aperçus qu'ils pouvaient économiquement passer à travers des difficultés. Entre-temps, là, il y a d'autres compagnies qui se sont rajoutées. En 1924, vous avez la Texaco qui s'est rajoutée. Vous avez BA qui est venu à Montréal-Est, la Sunoco, vous avez Shell Canada, Canadian Copper, toutes les grosses pétrolières sont venues s'installer au début. Construire une raffinerie est un chantier titanesque, hautement spécialisé, alors pratiquement inconnu des ingénieurs québécois. Bien avant l'érection des grandes cheminées, il faut d'abord préparer le terrain à recevoir une raffinerie, car l'industrie est littéralement construite sur un immense treillis de tuyaux et de conduits. Ce sont ces artères
et ses veines. Et ça passe dans un immense pipeline qui traverse là, tout le territoire, qui s'en va à Petro-Canada ou qui s'en va à Shell. Vous avez des usines à Varennes de l'éthylène, Pétromont. Alors, il y a un immense tuyau qui part de Pétromont-Varennes, qui traverse le fleuve et qui s'en vient à Pétromont, à Montréal-Est. Puis vous avez d'autres tuyaux aussi, comme le gaz naturel. Puis il y en a un prochain qui s'en vient, là, entre Ultramar à Lévis, qui va probablement abandonner son transport de pétrole par train et l'envoyer par un tuyau dans le fleuve à un terminal situé pas loin d'ici. Évidemment, la proximité du fleuve faisait que il avait réussi d'ailleurs à convaincre les instances du port de Montréal d'accroître pas d'accroître, mais d'allonger le port de Montréal vers Pointe-aux-Trembles. Ce qui a fait que le port pouvait à ce moment-là venir, déjà à cette époque-là, jusqu'à Montréal-Est. Donc, c'était un attrait pour les entreprises qui cherchaient des usines qui cherchaient un endroit où les vents dominants pousseraient la fumée, les odeurs nauséabondes vers l'Est, comme c'était la norme, je pense, dans beaucoup de villes industrialisées. Et les raffineries dans ce temps-là fonctionnaient seulement en été, parce que l'hiver, le fleuve gelait. Fait qu'il n'y avait pas de bateaux qui pouvaient venir ici. On avait du storage. On faisait du storage le plus possible. Et quand il arrivait le mois de décembre, c'était le temps où les raffineries fermaient et nettoyaient pour repartir au printemps. Ça faisait travailler les gens de Montréal-Est aussi. Durant la construction et aussi quand la raffinerie partait en opération, c'était des jobs, des bouts du beau travail pour les personnes de Montréal-Est. Cette enseigne signale au capitaine des cargos de ne pas jeter l'ancre trop près en raison de la présence d'un pipeline. Contrairement à la croyance populaire, le pétrole brut raffiné au Québec ne provient pas de l'Ouest canadien. Et ce, même si en pleine crise pétrolière, on a parachevé vers Montréal l'oléoduc qui s'arrêtait à Sarnia pour réduire la dépendance de l'Est du Canada envers les importations. Le pétrole qui approvisionne la raffinerie de Montréal vient essentiellement de la mer du Nord, du Mexique et du Venezuela. Il arrive à Montréal via le pipeline de Portland. Les bateaux de pétrole sont acheminés au terminal marin de Portland dans l'État du Maine et transférés à la région de Montréal par pipeline. Rapidement, la rivalité s'installe entre deux régions au pays, Montréal et Sarnia en Ontario. La rivalité est un peu à deux dimensions. Il y a une dimension d'affaires. Les deux centres, Sarnia et Montréal, sont des centres de raffinage et sont aussi des centres de pétrochimie. Et donc, il y a une rivalité d'affaires. Et aussi une rivalité politique qui existe depuis toujours entre le Québec et l'Ontario. Et je suis certain va continuer. La construction d'un oléoduc pan-canadien durant les années 50 reflétait la stratégie et la politique de confier aux régions des rôles économiques bien déterminés. Sarnia en sortira la grande gagnante. Mais la crise du pétrole des années 70 provoque un changement de stratégie. Un impact majeur. Si on retourne dans le temps, dans le contexte, on parle des années 72-73. On parle d'une période où les prix du pétrole brut étaient 2 ou 3 $ le baril pendant 50, 70 ans. Et tout d'un coup, il est monté à 12 $ le baril. On parle d'une période où il y avait de la difficulté ou des embargos pour avoir du pétrole brut. On parle d'une période où il y avait des lignées pour aller acheter du gaz. Beaucoup de manque d'informations beaucoup, quand il y a un manque d'informations, il y a beaucoup de spéculation. Donc, il y avait beaucoup d'appréhension et ce choc-là, naturellement, a causé une réaction du gouvernement fédéral. Et finalement, arrivé à Montréal, ce fameux pétrole de l'Alberta, après des années de discussion et la construction... C'est alors que le gouvernement fédéral a décidé de prolonger le pipeline de Sarnia jusqu'à Montréal avec une capacité de 300 000 barils par jour. Réalisé en 1976 au coût de 250 millions de $,
L'oléoduc s'étend sur 830 km à travers la région la plus densément peuplée du Canada. Aujourd'hui, le pipeline Sarnia à Montréal fonctionne en sens inverse et approvisionne régulièrement l'Ontario avec le brut de Montréal. L'industrie pétrolière apporte une prospérité sans bornes aux citoyens. Montréal-Est devient rapidement la 4e ville la plus riche au pays et demeura, jusqu'au début des années 80, un des... J'étais présent. C'est dans la nuit du 7 au 8 janvier. Pourquoi je me rappelle? Excusez, c'était la fête d'Elvis Presley. En 57, ma femme est enceinte d'un 2e garçon. Et puis, je pense qu'on se rappelle de ces choses-là. Vers 4 heures du matin, un réservoir rempli de gaz butane hautement inflammable explose. Je dirais pas que j'ai pas eu peur, j'ai eu peur. Mais notre job, c'était de descendre sur le feu, puis essayer de protéger l'équipement qu'il y avait alentour de l'incendie. Moins de 20 minutes plus tard, 2 autres explosions retentissent. Si cette tank-là aurait sauté par le côté, si ça aurait brisé par le côté, on ne serait peut-être pas là, ou la ville de Montréal ne serait peut-être pas là non plus. La neige fondait, on avait eu de la pluie, je pense pas longtemps avant. Il faisait très froid cette nuit-là. Et puis, il y avait de la glace sur les poteaux de téléphone, puis ça fondait. Les gens qui demeuraient près de la rue Sherbrooke descendaient, les enfants en carrosse, là, parce que c'était des gens, surtout, c'était des vétérans, des maisons de vétérans. Puis ces gens-là, il y en a qui avaient connu la guerre, puis ils avaient connu, c'était quoi? Se sauver quand il y avait des problèmes. Fait que ces gens-là se sauvaient, ils sortaient de leur maison. Tellement que l'explosion, la chaleur faisait fondre la neige et il y avait des vitres de maisons qui éclataient. Il y a certains résidents qui ont voulu déménager à cette époque-là. Quoi qui avait explosé, c'est que on remplissait, c'est des tomates qu'on appelle des réservoirs ronds. Et puis, dans la production, mettons qu'il faisait 300 barils de butane par jour, sans le dire à personne, ils ont augmenté la production. Et le réservoir, mais plus ça allait, plus il s'est rempli. Fait que quand il était plein, il y avait une valve de sûreté dessus, ça s'est ouvert. Ça a envoyé de la butane au sol. Le vent poussait ça dans un secteur où il y avait une station-service. Et l'étincelle en allumant le système à chauffage, c'était ça. Et c'était tout un choc. Miraculeusement, cet incident spectaculaire n'a fait qu'une seule victime. Mais ce sont aussi tous ces risques qu'apportait dans ses valises une telle industrie. C'est une ville industrielle, mais ça paraissait pas. Presque tout le monde travaillait. Mais oui, il y avait beaucoup c'était pas des riches, mais c'était des familles moyennes. Les salaires des compagnies étaient assez importants pour que les gens... C'était des grosses familles aussi. Chez nous, on était à 11, on demeurait au premier étage. Puis au deuxième étage, c'était une famille sire qui était 11 aussi. Les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est quand un jeune venait me voir pour avoir du travail. Puis qui venait me revoir à peu près 6 mois après, avec une bouteille de vin, me dire « Je vous dois ça, parce que j'ai une bonne job, puis je suis content, puis des choses comme ça. » Mais le boom pétrolier tirait à sa fin pour l'est de Montréal. Après plusieurs décennies d'essor ininterrompu, les 2 crises pétrolières successives des années 70 forcent les compagnies à rationaliser leur production. 4 des 6 raffineries ferment leurs portes. Oh, il y a eu un creux certain. Oui, c'était dur parce qu'on a perdu des emplois. Il y a beaucoup d'emplois. C'était du bon travail. Ça, c'était payant. C'était des bons salaires, les gens qui travaillaient dans les raffineries. Mais c'était une perte. Aujourd'hui, il reste 3 raffineries au Québec. Shell et Petro-Canada à Montréal et Ultramar à Lévis. La demande de mazout de chauffage est toujours faible. 45% des produits pétroliers consommés au Québec sont en fait de l'essence pour automobile. Les raffineries ont dû modifier leur méthode de production et en s'ajustant au marché québécois, elles ont survécu. Nous verrons comment.
Au Québec, les raffineries ont été construites par des étrangers. Toutefois, l'industrie pétrolière québécoise a développé, avec le temps, ses propres... plus importants centres de transformation pétrolière au Canada. Les bons côtés, le travail qu'offraient ces raffineries-là, c'était des travails très bien rémunérés. On pouvait facilement élever les familles ici à Montréal-Est. Il y a même des gens de partout du Québec, comme mon père, qui est parti de Québec avec sa famille, ses frères, il est venu s'installer ici. Il n'y avait pas d'ouvrage dans le temps. Montréal-Est pouvait offrir des travails adéquats avec des salaires plus que raisonnables. Les avantages, vous aviez le déneigement. Vous arriviez à Montréal-Est, il n'y avait pas de neige. Vous arriviez à Montréal, il y avait de la neige. Ils nettoyaient même les entrées de charretières où les gens pouvaient stationner le véhicule. Ils allaient jusqu'à nettoyer les galeries des résidents. Vous aviez le sport était gratuit. On a eu un centre civique ici en 1966 avec piscine, avec aréna, grâce aux pétrolières. Les jeunes pouvaient participer au hockey, c'était gratuit. Mon père a travaillé à la construction de la raffinerie Shell. Moi, j'ai rentré de la raffinerie Shell à 17 ans et demi. C'était en 1950. La raffinerie était déjà bâtie. Il y avait de l'expansion qui se faisait. Alors, j'ai rentré comme journalier. Le premier job que j'ai fait, c'était en hiver, le 4 janvier 1950. C'était de charger des camions et des wagons-citernes, les wagons qu'on voit sur les voies ferrées. Puis ça, en hiver, monsieur, c'est pas facile. La population augmente rapidement et entre les élus municipaux et les compagnies pétrolières, c'est l'harmonie la plus complète. Les raffineries occupaient 90% du territoire, c'est-à-dire l'industrie à Montréal-Est occupe 90% du territoire. S'il occupe 90% du territoire, il paye 90% des revenus, des taxes. C'était très bien. Même je me rappelle, dans les années 65, la commission scolaire bâtissait des écoles, puis il y avait une taxe scolaire, c'est la taxe des neutres. C'était tellement élevé qu'il était obligé de retourner de l'argent aux compagnies à la fin de l'année. Il administrait les écoles, puis bien administré. On avait les meilleurs professeurs qu'on pouvait avoir, des professeurs de gymnastique, d'anglais, de français. On avait la crème. C'est sûr que les gens de l'extérieur, des autres municipalités, nous enviaient parce qu'on avait beaucoup de services, on avait beaucoup de gratuité. Vraiment, l'argent des taxes était de redistribuer à la population. C'était un peu les riches qui donnaient un peu aux citoyens. Quelle était alors la nature de cette industrie si miraculeuse pour l'économie de toute une ville? À l'état naturel, le pétrole brut est un mélange de plusieurs substances. Diverses opérations de raffinage les séparent pour les transformer en produits utiles. Les mauvaises odeurs en révèlent justement les impuretés. C'est là un des côtés sombres des raffineries. Montréal-Est avait acquis la réputation d'une ville sale et polluée. Il faut dire aussi que des premiers temps, il y avait des senteurs à Montréal-Est. Les senteurs de soufre qu'on sentait, le H2S, qu'on appelait dans le temps. Le complexe raffinerie pétrochimie de Montréal-Est est littéralement construit sur des kilomètres de tuyaux et de pipelines et encerclé d'immenses réservoirs. Ces réservoirs, comme les conduits qui les desservent, contiennent des matières hautement toxiques et inflammables et potentiellement explosives. On parle de risques industriels majeurs. Les risques sont de deux ordres. Il y a des entreprises qui risquent de façon qu'on ne souhaite jamais avoir des échappées de gaz toxiques et il y a d'autres entreprises qui risquent des explosions avec des produits inflammables. Car au-delà du risque quotidien, la coexistence devient vite lourde à supporter. Là, c'était une tank de butane qui avait sauté par le dessus. Vivre à proximité des raffineries de pétrole n'est pas de tout repos. Certains événements ont marqué la mémoire collective, comme l'explosion d'un réservoir de la compagnie Shell en plein hiver 1957. Malgré ses airs de village bucolique avec ses sentiers pédestres, ses parcs et sa rue principale, ce secteur de la ville de Montréal
a un autre visage. Il suffit de lever les yeux pour le découvrir. Ici, dans l'est de Montréal, les grandes cheminées ne mentent pas. C'est le signe distinctif des raffineries de pétrole qui s'accaparent 90% du territoire. Nous sommes au cœur d'un véritable dragon d'acier et de feu. Il n'y en a plus d'expansion à Montréal. S'il restait 5 ou 10 terrains pour bâtir des résidences, tout le restant est occupé par l'industrie. C'est une industrie qui fonctionne comme une cascade. En amont, il y a les raffineries qui produisent des carburants et des bitumes. Puis, des entreprises de pétrochimie prennent le relais en traitant et transformant les sous-produits du raffinage. Enfin, l'industrie chimique ferme la chaîne de production avec ses usines de cosmétiques, de peinture et d'autres produits d'entretien. Toutes ces industries assurent un emploi à plus de 20 000 personnes. Depuis longtemps, on est habitué à cette prospérité venue de l'or noir. On était connus dans ce temps-là comme on nous appelait les Arabes du Canada. On était la 4e ville au Canada, sur le côté industriel. C'était ça l'or noir. L'or noir coulait à flot ici à Montréal-Est. Quelqu'un qui avait un travail dans une raffinerie, c'était un travail à vie, très bien rémunéré. Les compagnies prenaient soin. Là. Ils faisaient beaucoup d'argent, mais prenaient soin de leurs employés. Au plus fort des activités, les 6 raffineries de Montréal créent un boom économique sans précédent. Et ces raffineries draineront dans leur sillage une autre industrie de pointe, la pétrochimie. Ça peut transformer sous forme même de chapeau de sécurité, comme le vêtement, comme à peu près n'importe quoi. Au-delà de l'image parfois inquiétante que donne l'industrie pétrolière, c'est l'harmonie la plus complète entre les Montréalais et leur nouvelle industrie. Ce secteur de la ville est un chantier permanent. Les usines et les cheminées poussent à un rythme d'enfer. Le pétrole et l'argent coulent à flot. La ville de Montréal on donnait des services tellement bons que les autres municipalités jalousaient. Comment ça se fait qu'ils peuvent donner des services, puis nous autres, on ne peut pas le faire? Mais on avait tellement d'argent qui rentrait qu'on remettait l'argent aux citoyens. Par exemple, en hiver, il y avait une tempête de neige. Quand le petit tracteur passait sur le trottoir, une personne qui avait son driveway, qui avait de la neige dessus, il reculait puis il envoyait de la neige dans la rue. Mais voilà qu'avec le temps, on découvre aussi que cette prospérité débridée a un prix à payer. Le dragon est nourri de matières hautement explosives par des kilomètres de tuyaux et de pipelines enfouis sous la ville. Et parfois, le monstre se réveille. Hier, les vapeurs d'essence étaient dans la maison et ça provenait du drain de la maison. C'est très grave parce que n'importe quel accident pourrait se reproduire. C'est un excellent exemple pour montrer à quel point les résidents sont devenus très, très collés sur le milieu industriel. Alors, d'un côté, vous avez Canterme qui est ici, avec ses réservoirs de produits pétroliers et qui parle d'agrandir ce parc pétrolier-là encore pour ajouter, doubler même leur production de réservoirs. Donc, nous, on considère que cette industrie-là n'aurait jamais dû être collée aussi près des résidents. Depuis plus d'un siècle, on a cherché du pétrole au Québec, mais sans jamais trouver de gisement important. Et pourtant, dès qu'une découverte est annoncée, comme ce fut le cas en Gaspésie,